Avec François Lamoureux de la chaîne Explique-moi encore, vous êtes parti pour un voyage les amis, parce que François, c'est un vidéaste qui fait des prestations professionnelles et qui utilise sa chaîne YouTube à la fois pour divertir, pour informer, pour trouver des clients, mais aussi pour vulgariser tout ce qui est vidéo, parce qu'il a une passion qu'il a envie de transmettre et que c'est plus fort que lui. Donc François, c'est un mec en or, c'est un mec qui a énormément de bonnes valeurs et qui arrive en plus de ça à bien utiliser sa chaîne YouTube pour pouvoir développer un petit peu la vie qu'il a envie de mener. Et donc là aussi, une chaîne YouTube au service de ses projets et de sa vie. Et je trouve ça génial et très vertueux. Et donc je vous souhaite une bonne écoute. Donc YouTube, son intérêt, c'est que nous, on produise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le truc, c'est que YouTube n'est pas une personne, n'est pas un patron que tu as en face de toi où tu peux lui dire, hé mec, ça va, là, je suis fatigué, j'en ai fait plein, tu me saoules. Non, non, YouTube, c'est une entité, tu vois, c'est limite, c'est presque une divinité, tu vois, c'est un truc que tu ne peux pas voir, qui est pas palpable, dans laquelle tu sais qu'elle existe, mais tu n'as personne en face de toi. Bienvenue chez les créateurs vidéo, le podcast. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir François de la chaîne Explique-moi encore. Salut François. Salut Sylvain. Alors, petite présentation, François sur sa chaîne Explique-moi encore, donc qui est suivi par plus de 52 000 abonnés, il nous montre comment créer des vidéos qui envoient, que ce soit pour notre plaisir personnel ou pour se lancer comme vidéaste professionnel. Et c'est justement ça qui le distingue d'autres youtubeurs de cette catégorie, c'est que François, c'est avant tout un vidéaste, qui n'a pas pour but ultime de vivre de sa chaîne YouTube, mais bien de l'animer passionnément, en plus de son entreprise de création vidéo. Donc toi, François, tu es de ceux qui osent aborder des sujets qui comptent, qui fâchent ou qui sont importants pour la communauté, toujours de façon honnête et transparente. Et c'est en grande partie pour ça que je me reconnais dans ta démarche. Donc vous l'aurez compris, François fait partie de ces créateurs que j'aime passionnément suivre sur YouTube. Et donc c'est tout naturellement que j'ai décidé de t'inviter sur le podcast. Comment ça va, François? Ça va très très bien, mais fais gaffe, j'ai les chevilles qui enflent là après tout ça. C'est pas grave. Alors, bah, je vais commencer, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Comment tu as commencé ton aventure YouTube? Ça remonte à loin en fait parce que la chaîne a eu plusieurs vies, elle a servi plusieurs objectifs. Au tout début, tout début, donc la chaîne elle a été créée en 2015, mai 2015, donc ça va faire 5 ans. Mais sans aucun but, si tu veux, comment dire, de jouer dans le jeu du YouTube Game, parce que j'étais professeur des écoles avant, et que j'ai créé une chaîne YouTube qui était destinée à mes élèves, dans laquelle en fait je leur refaisais les leçons de français, de mathématiques, tout ça, pour qu'ils puissent les regarder à la maison, que je puisse leur réexpliquer les choses, d'où le nom Explique-moi encore, qui date de cette époque-là. Donc ça date de là en fait, la création de cette chaîne YouTube qui n'était pas du tout destinée à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et puis petit à petit, elle a évolué. Moi, je suis devenu formateur pour les profs après avoir été en classe. Donc, elle a été destinée aux profs ensuite. Donc, il y a eu des tutos sur les outils numériques qu'on peut utiliser à l'école et tout ça. Et puis petit à petit, voilà, j'ai découvert d'autres créateurs, d'autres vidéastes. J'ai toujours aimé faire des images, mais j'étais très comment dire, j'étais très peu versé dans l'aspect technique. Et j'ai regardé, j'ai essayé, ça m'a plu, j'ai mis en pratique toujours dans cette optique pédagogique un petit peu, mais ce que j'avais vu. Et puis je me suis dit ah mais enfin c'est vraiment l'aspect vidéo en fait qui me plaît. Et puis un jour je me suis dit bon ben allez, il faut soyons cohérents. Cette chaîne elle va avoir une troisième vie et puis ça va être ma chaîne YouTube sur la vidéo en général. D'accord, et donc il y a eu un moment où tu as quitté ton poste de professeur des écoles et Ouais. que ça s'est passé comment? Comment tu as décidé de quitter ton poste? Est-ce que c'était un moment où c'était risqué? Est-ce que c'était un moment où au contraire, tu avais déjà suffisamment de contrats? Comment ça s'est fait cette transition-là? Alors, moi, je suis toujours du genre à me prévoir what mille plan B, parce que j'aime avoir le choix et avoir des options. Donc, si tu veux, je n'ai pas démissionné. Je suis en disponibilité depuis quelques années. Bon, je doute fortement que j'y reparte, mais ma foi, je sais que si jamais j'ai comment dire, un revers de fortune, on va dire, j'ai toujours la possibilité de retourner à mon ancien travail qui est un travail que j'aimais beaucoup aussi. Donc c'est pas quelque chose qui serait désagréable. Mais bon, j'ai fait ce choix-là pour le moment. Après, le moment où je me suis dit bon, voilà, je vais quand même me lancer, j'avais quand même déjà des demandes. J'en avais peu, mais j'en avais.
Et puis j'avais un peu de réserve en termes de trésorerie, en me disant bon ben voilà, je peux tenter l'aventure pendant un an, on verra bien si ça rate, je ferai autre chose, c'est pas grave. Mais bon, ce serait dommage de pas tenter l'aventure et de pas oser partir dans quelque chose d'un peu fou, parce que c'est vrai que j'ai aucune formation là-dedans ni quoi que ce soit, mais comme beaucoup d'ailleurs. Mais voilà, je me suis entre guillemets assuré un petit peu mes arrières en me disant bon voilà, si jamais ça rate, j'ai quand même une porte de sortie, donc j'ai rien à perdre au final, si ce n'est peut-être un peu d'argent au passage. Mais voilà, je me suis lancé comme ça. Et alors, sachant qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui vont sur YouTube régulièrement, est-ce que ça t'est arrivé que tu des anciens élèves qui t'aient retrouvé et toi de voir des commentaires sous tes vidéos qui disent: «Hey, c'était mon prof de CE2» ou des trucs comme ça? Ouais, j'en ai eu pas beaucoup, mais j'en ai eu quelques-uns, ouais, et c'est rigolo, c'est rigolo. Mais oui, oui, quelques-uns qui me l'ont dit, oui. Très bien. Est-ce que tu peux me dire quelle est ta vidéo favorite sur ta chaîne YouTube et pourquoi? Je me suis jamais posé la question. Attends, je vais aller voir de suite et je vais te dire. Je crois que une de mes préférées, ah oui, c'est une qui a pas marché en fait. C'est une qui a pas marché. C'est une vidéo qui s'appelle leur réaction à cette vidéo est incroyable. Et c'est une vidéo en fait où je m'étais dit tiens, je vais faire un vlog et je vais filmer la réaction d'un couple dont j'ai filmé le mariage. Ah! Pour montrer aux gens un petit peu ce que ça fait de rendre une vidéo à un client, mais un client qui est touché par ça, parce que c'est pas des professionnels, c'est des particuliers, puis c'est leur mariage, tu vois, donc il y a vachement d'émotions. Et j'aime beaucoup celle-là. D'accord, très bien. Bah, tu vois, j'irai la voir parce que j'avais pas vu encore non plus celle-là. Ouais, tu vois, en Donc, plus elle a pas des masses marché, parce que je sais pas pourquoi, mais et puis oui, c'est une vidéo sortie pendant l'été, c'est pas non plus le moment où il y a le plus de monde et tout ça, mais j'avais beaucoup aimé. ça marche. Comment tu fais vivre ta communauté aujourd'hui, alors que ce soit sur YouTube? Je suppose que tu es aussi sur Instagram. Je sais de sources sûres que tu as un Discord avec plein de monde actif dessus. Ouais. Enfin voilà, explique-moi un petit peu quelle est ta vision de la communauté, autour d'une chaîne YouTube? Est-ce que tu y passes beaucoup de temps? Pourquoi c'est important pour toi ou pourquoi ça ne l'est pas? Enfin voilà, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Alors, j'y passe beaucoup de temps, oui. J'ai pas forcément de planning en fait, ou de stratégie, on va dire, au niveau de la communauté, parce que comment dire? Il y a un aspect très humain où j'ai du mal en fait à me dire je vais faire une stratégie pour structurer et pour faire grandir la communauté. Je me dis bah les gens viennent et puis c'est cool et puis on parle. Le truc qui a été un petit peu compliqué à gérer ces derniers temps pour moi, c'est que il y a commencé à y avoir beaucoup de monde. Et moi, c'est une frustration extrême quand on me pose une question de pas pouvoir y répondre de par mon Ouais. passé. C'est quand quelqu'un me demande une question à laquelle j'ai la réponse en plus. Ouais. Tu vois, c'est hyper frustrant pour moi de me dire je peux pas aider cette personne parce que là j'ai autre chose à faire là. Et d'ailleurs comment dire, il y avait plein de fois où j'arrêtais ce que j'étais en train de faire pour répondre à la personne. Et c'est Mmh. c'est je pense une déformation professionnelle. Du coup, j'ai réussi quand même à trouver un semblant de cohérence là-dedans, dans le sens où depuis peu, je me suis mis sur Twitch. Ouais. Pour faire des lives, j'essaie de les faire tous les lundis, où les gens qui ont des questions à me poser sur leurs vidéos ou tout ça peuvent venir le faire en direct. Et ça me permet en fait d'avoir une case réponse aux questions. Comme ça, quand Mmh. les gens me posent des questions qui méritent une réponse longue, parce que quand c'est juste c'est quoi ton appareil photo, bah, je réponds, hein, bah, j'en ai plusieurs et c'est telle marque machin. Mais du coup quand c'est des questions qui appellent à des réponses plus longues, genre qu'est-ce que tu penses de ma vidéo, bah, je dis bah, viens sur le Discord, tu t'inscris et tu viens en live sur Twitch un lundi soir et on en discute, et c'est plus simple à gérer. Mais après, la communauté, elle se gère aussi pas mal toute seule, parce qu'il y a des gens vraiment, vraiment cool, notamment sur ce Discord, qui animent le Discord et qui gèrent, qui modèrent, qui font en sorte qu'il y a de l'animation et tout. Et ça, les gens me disent souvent, c'est un bonheur ce Discord, je me suis fait des potes et tout, machin, on discute beaucoup, et effectivement, ils échangent énormément sur la vidéo ou sur d'autres choses.
C'est ce que je voulais pour ce Discord, quelque chose qui soit autonome, tu vois, que j'ai pas Ouais. besoin moi d'être en permanence, parce que je peux pas en fait. J'ai des journées de 24 heures comme tout le monde. Puis il y a des moments où je dors aussi. Donc ça fonctionne plus ou moins comme ça, et ça fonctionne plus ou moins bien. Alors c'est pas quelque chose comment dire, qui grandit de manière exponentielle ou qui machin, mais c'est quelque chose qui moi me plaît, dans le sens où il y a beaucoup de dimensions humaines, et surtout il y a une grande bienveillance, et ça c'est un truc auquel je tiens particulièrement sur cette communauté, le fait qu'elle soit bienveillante et constructive, hein. Par bienveillant, j'entends pas forcément dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais quand on te dit ah écoute là c'était pas top ce que t'as fait, euh, suivre ça par je pense que tu pourrais essayer de Ouais. faire tel ou tel truc, Mmh. tu vois. Et généralement ça arrive qu'il y en ait qui débarquent là en mode pas hyper bienveillant, ils se font très vite recadrer, et soit Mmh. ils comprennent que bah oui c'est vrai, c'est quand même vachement plus intéressant d'être constructif, soit ils le comprennent pas et ils vont sur un autre Discord, ou enfin ils discutent plus ici quoi. Et moi ça me va très bien. Ouais. Ouais, c'est vraiment intéressant parce que alors il y a j'ai envie de répondre à plein de trucs là, dans ce que tu viens de dire. Mais vas-y, vas-y. Le côté effectivement communauté, cœur de communauté très bienveillant, moi c'est quelque chose que j'ai la chance de connaître aussi avec les tipeurs de mon petit réflexe. Mmh. Et je commence à le recréer aussi sur le coin des youtubeurs avec les groupes Facebook. Et en fait, j'ai constaté que souvent, pour réussir à avoir déjà, entre guillemets, filtrer les bonnes personnes, faut qu'il y ait une barrière à l'entrée. Si c'est trop facile de rentrer, généralement, tu vas avoir un peu de tout qui va arriver. Mmh. Donc, soit bah, par exemple, dans ton cas, c'est bah, on va sur une autre plateforme, on se crée un compte, et puis je crois qu'il y a une petite présentation aussi à faire pour entrer dans le Discord. Ouais. Moi, pour les tipeurs, c'était bah, ceux qui sont prêts à lâcher ne serait-ce qu'une fois 1 euro, bah hop, c'est ça la barrière à l'entrée, tu vois, Ouais. pour faire partie du groupe. Sur les groupes Facebook du coin des youtubeurs, bah, il faut que tu répondes à quelques questions et que tu mettes un petit code, le coin des youtubeurs, dans une de tes descriptions de vidéo, que je vérifie que c'est bien ta chaîne. Je Mmh. me dis que si la personne n'est même pas prête à faire ça, c'est qu'elle va venir juste faire sa pub et c'est pas l'intérêt. Donc ça, c'est une première chose, je trouve que c'est intéressant. Faut pas avoir peur, quand on a une communauté, de créer une espèce de filtre pour qu'il y ait entre guillemets que les personnes un petit peu motivées qui viennent, parce que ça va rendre la communauté beaucoup plus vertueuse derrière en fait. Ouais, complètement. Et c'est pas grave s'il n'y a pas 12 000 personnes, au contraire c'est peut-être mieux quoi. Oui, mais carrément. Et puis même tu vois, même pour rebondir sur ce que tu dis, on s'était posé la question. Les modos m'ont beaucoup aidé pour Twitch, parce que le stream c'est pas du tout quelque chose que je maîtrise, notamment les codes de Twitch et tout. Enfin, Ouais, j'avais jamais foutu un pied sur cette plateforme avant. Et c'est marrant parce que du coup il me disait ouais mais du coup c'est quand même un peu compliqué de s'inscrire pour passer en live. J'ai dit ouais mais écoute, au moins les gens qui sont là ils sont motivés quoi, ils ont c'est envie, ça. et ils sont dans du mal, parce que il faut remplir un formulaire, ensuite il faut être présent pendant le live, parce que je fais pas d'analyse si j'ai pas la personne Bien sûr. à l'autre bout du micro pour pouvoir discuter avec elle, lui poser des questions et tout ça. Et puis voilà, avoir un micro pour pouvoir parler, être disponible. Et c'est sûr que oui, ça fait du tri, mais au final il y a des gens qui ont vraiment envie qu'on regarde leurs vidéos et qu'on en discute, qu'on en parle, pas juste que la vidéo passe pour choper des abonnés ou quoi que ce soit, mais qui sont prêts à en parler quoi. Ouais. Ouais, et c'était le deuxième point sur lequel je voulais rebondir, c'est qu'effectivement, quand nos chaînes YouTube se développent, on arrive tous à un stade où tu es aussi actuellement, où on peut plus répondre à tous les commentaires, et encore, parce qu'on voit que les commentaires sur les vidéos YouTube. Mm. Mais déjà, il y a les commentaires sur les anciennes vidéos que l'audience ne voit pas parce qu'ils retournent pas voir les anciennes vidéos, sur les pages Facebook, les comptes Instagram, Ouais. les mails, t'en as partout des questions, Ouais. et à un moment, c'est juste plus possible de gérer ça. Ou alors tu fais que ça et tu prends 2 ou 3 heures par jour à ne faire qu'à répondre à des commentaires, et du Ouais. coup tu crées moins de vidéos, ou dans ton cas tu bosses moins pour tes clients, etc. Mm. Et donc je trouve ça intéressant. À un moment, on est beaucoup en fait à un moment à essayer de réfléchir à un lieu où on va pouvoir dire à notre audience: maintenant, si vous voulez me poser des questions, c'est là, et à cet endroit-là, je serai disponible. Soit ça va être des lives, soit ça va être des Twitch, soit ça va être un Discord ou autre, mais de dire, bah maintenant, si vous voulez poser des questions, c'est à cet endroit-là. Et je trouve ça intéressant en fait de se dire que on peut créer ce lieu
qui nous permet, nous, de nous dédouaner et, entre guillemets, de nous excuser auprès de notre audience de ne pas pouvoir répondre à tous leurs commentaires sur YouTube. Ouais, et puis Et ils le comprennent facilement en plus, hein, parce oui, que moi je sais que ce qui me faisait bizarre à un moment, c'est qu'il y avait des gens qui m'écrivaient, souvent c'était en DM sur Insta, qui mm, m'écrivaient, qui me disaient, qui me posaient une question, et puis je répondais, et qui me disaient, waouh, j'aurais jamais cru que tu aurais répondu. Bah, et pourquoi j'aurais pas répondu, garçon, tu me poses une question, je te réponds. Mais c'est vrai que à un moment, quand il y en a beaucoup, ça devient, comme tu dis, compliqué. Et effectivement, ce système de live, ça permet aussi de faire comprendre aux gens que tu as d'autres choses à faire, et que pour pouvoir produire le contenu que tu produis et qui a priori qu'ils aiment, eh ben, tu as besoin de temps, et que mm, bah, de ce fait, tu vas concentrer un certain nombre de choses sur une période de la semaine qui va permettre de répondre aux questions de ceux qui sont vraiment motivés. Parce qu'aussi, voilà, des fois, tu as des ouais. questions, tu as des perles. L'autre jour, j'en ai eu une, c'est magique. Un mail. Bonjour, je voudrais plus d'informations sur la colorimétrie. Ah oui, non, sur l'étalonnage. Sur l'étalonnage. Ah bah oui, je peux t'écrire un. Laisse-moi te créer un cours de 2 heures sur la question et te l'envoyer en message privé, bien sûr. Bah, voyons, c'est si simple que ça. Tu vois, mais juste ça. Et c'est vrai que bon, de suite, ça met aussi les gens aussi face à leurs responsabilités, à savoir que si tu veux une réponse, il faut que ta question soit construite, et Mm, que je sente que t'as vraiment, que c'est pas juste une question comme ça. Tiens, ah ouais, s'il a le temps, il va me répondre. Non, non, c'est vraiment une question à laquelle j'aimerais qu'il réponde. Et effectivement, c'est beaucoup mieux comme ça, quoi. très bien. Comment tu monétises tes vidéos aujourd'hui? Déjà, est-ce que c'est un point que tu es prêt à aborder dans ce podcast, de parler d'argent? Et Tu si veux oui, que du je coup, parle, comment... tu veux que je parle des millions que je me fais en YouTube Money, c'est ça? Ben bien sûr, bien sûr. 50 000 abonnés, 50 000 euros par mois, c'est pas comme ça que ça Bah, marche? non, mais dans les mauvais mois, dans les mauvais mois. Oui, oui, non, il y a aucun souci, il y a aucun problème. Alors comment je monétise? Bah, enfin, la monétisation YouTube classique, hein. J'avoue, je suis jamais trop rentré en fait dans. Je sais que tu peux personnaliser, tu peux faire des trucs, mettre des pubs, en mettre plus, ou je laisse YouTube faire en fait. Je me pose pas trop de questions là-dessus en fait. Après, il y a une petite boutique en ligne, il y a un Utip, donc où les gens peuvent regarder des pubs pour filer quelques centimes sans débourser un centime, ou faire des dons. Il y a un petit shop aussi avec les luttes que j'ai faites, avec les presets Lightroom que j'utilise sur Insta. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la liste de mon matos en lien traqué Amazon. Mhm. Et puis il y a une petite formation sur Udemy sur le montage avec Final Cut. Et je crois que c'est à peu près tout. Je crois que c'est à peu près tout. D'accord. Et donc aujourd'hui, tout ça te permet de vivre à 100% de ton activité YouTube? Ou bah en fait, non, pas du tout. T'es à quelle échelle à peu près Euh, alors c'est assez aléatoire en fait, ça dépend. C'est jamais constant quoi. Tu as pas un revenu fixe, donc ça serait un peu, je pense. Il y a des mois ça pourrait, et il y a des mois ça pourrait absolument pas. Donc, mais comme tu le disais dans l'intro, c'est pas mon objectif. En fait, Hmm. c'est moi je le vois comme un revenu complémentaire, dans la mesure où c'est un ami à moi qui m'a fait la réflexion l'autre jour. Sur ma chaîne, il y a vraiment que du contenu entre guillemets pédagogique, où il y a pas de divertissement, ou de, tu vois, de trucs, je sais pas comment dire. C'est vraiment que des choses que je donne aux gens, et je me dis que Hmm. dans un sens c'est cool si ça peut me rapporter un peu de thunes, parce que c'est du taf, mais toujours en faisant en sorte d'essayer que soit ça coûte rien, comme avec Utip, aux gens, soit ils aient une réelle contrepartie derrière. Euh, j'ai rien contre les dons, hein. Vraiment, je respecte tout à fait et je comprends, mais dans la mesure où c'est pas mon activité principale, j'aime bien qu'il y ait une contrepartie. Tu vois, par exemple, on a mis un truc en place aussi pour les gens qui sub sur Twitch. Il y Mhm. a un canal dédié en fait sur le Discord, sur lequel ils peuvent voir les vidéos YouTube en avant-première. Très bien. Là, par exemple, demain, la même vidéo de demain, elle est déjà dispo sur le Discord. Et pour ceux qui veulent présenter leur vidéo en live, ils passent en haut de la liste des inscriptions s'ils sont D'accord. sub. Tu vois, il y a toujours cette histoire de contrepartie derrière, parce que ouais, je sais pas, je suis plus à l'aise avec, en fait, plus à l'aise avec les choses comme ça. Oui, je comprends tout à fait.
Donc en gros, si on résume, parce c'est vrai qu'il y a aussi des personnes qui démarrent sur YouTube et parfois même des jeunes qui s'imaginent que dès qu'on a plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, on gagne notre vie très bien. Pour résumer, c'est pas suffisant aujourd'hui, même avec 50 000 abonnés, même dans un créneau où a priori c'est plus facile de trouver des partenariats, les publicités sont un peu plus rémunératrices parce qu'on parle de tech et tout ça. Même avec tout ça et plus de 50 000 abonnés, c'est pas suffisant pour vivre de sa chaîne uniquement de YouTube et des revenus associés, quoi. Il faut un boulot à côté, quoi. Je pense que je pourrais. Si je voulais, je pense que je pourrais parce que je refuse beaucoup de partenariats. Peut-être on en parlera Mhm. après si tu veux, mais je refuse beaucoup de partenariats. Je suis très sélect dans les partenariats que je fais. Et puis tu remarqueras que quand j'ai un truc à vendre entre guillemets, que ce soit la formation, les luttes, les presets, j'en fais pas des caisses, tu vois. Là, par exemple, j'ai sorti un Ouais. nouveau pack de presets. J'en ai parlé dans aucune vidéo. J'en ai un tout petit peu parlé sur Insta et sur Twitch, mais comme je te disais, c'est pas mon activité principale. Donc, si un jour je me dis, voilà, je vais faire du full time YouTube et tout, c'est sûr que j'irai beaucoup plus dedans et peut-être que ça serait possible d'en vivre. Mais c'est tellement aléatoire et c'est tellement le monde de YouTube, c'est quand même assez particulier. J'ai pas envie d'être tributaire de YouTube en fait. Ouais. Ouais, je veux bien qu'on en parle un peu plus en profondeur parce que c'est vrai que plus le temps passe et plus je commence à percevoir qu'il y a vraiment différents types de créateurs sur YouTube. Il y en a dont vraiment l'objectif c'est de devenir influenceur, je dis pas avec un côté péjoratif, mais dont l'objectif c'est de développer une audience la plus grande possible pour justement avoir un maximum de partenariats, des partenariats qui les envoient en voyage, qui leur offrent du matos et qui leur permettent de se financer leur activité. Et c'est leur but ultime, même si parfois ils l'avouent pas tout de suite, ça se voit dans le contenu, parce que le contenu est vraiment créé et crafté autour des partenariats. Mhm. Il y en a d'autres pour qui c'est la formation, et eux ils se disent, bah, moi clairement depuis le début tout ce que je veux c'est vendre des formations, donc je fais du contenu pour attirer les gens vers mes formations. C'est parfois fait avec plus ou moins de délicatesse. Et puis il y a d'autres personnes qui se disent, non, non, moi ça me permet de ramener aussi des clients pour mon business, et ça me fait un revenu complémentaire, donc comme toi, comme moi, on se dit, on a une petite formation, on a de temps en temps des partenariats, mais on fait pas ça à 100% parce qu'on sait très bien que si on se met à faire des partenariats à 100%, eh ben, ça va changer le contenu et la tonalité de la chaîne, ou que si on veut vendre nos formations avec des tunnels de vente, des emails et des compagnies, ben, on doit faire plus que ça, on va devenir vendeur, on sera plus créateur de contenu. Et donc, voilà, on sait aussi ce que ça implique de vouloir vivre à plein temps de son activité YouTube, et on a fait le choix de pas aller dans cette direction-là. Du coup, comme tu as un petit peu ouvert la brèche, je veux bien qu'on parle un peu des partenariats, parce qu'effectivement, tu dois crouler sous les propositions. Comment tu sélectionnes les partenariats que tu veux mettre en avant sur la chaîne, et puis comment tu rejettes les autres, est-ce que tu négocies aussi les tarifs, enfin voilà, comment ça fonctionne ça? Alors crouler, c'est un bien grand mot parce que c'est peut-être pas autant, mais c'est vrai que j'en reçois plusieurs par jour maintenant, depuis que les 50 000 abonnés sont passés. Donc c'est vrai que les chiffres auprès des marques, ça fait toujours bien. Ouais. Comment je sélectionne? En fait, j'ai pareil, encore une fois, tu sais pas de stratégie. Moi, je fonctionne beaucoup à l'instinct et j'essaie tu vois, d'être comment dire, en paix avec ma conscience, Mmh. dans le sens où j'essaie de faire des choses cohérentes, c'est-à-dire que un produit qui plein de fois, tu vois, la plupart des demandes concernent des produits qui n'ont rien à voir avec ma ligne éditoriale. Et par conséquent, bah là, je réponds même pas, tu vois. Enfin, je bataille pas. Après, il y a le fait que quand c'est des produits, c'est des trucs, je me dis, est-ce que je l'aurais acheté? Et si la réponse est oui, ok. Mais jamais, mais sans aucune garantie, si tu veux, qu'il y ait une vidéo. Dans un premier temps, je dis bah ok, Ouais. envoyez-moi le truc, et puis je vais voir ce que je peux faire dessus. Donc j'essaye le produit en question, et si je me dis bon bah il y a quelque chose qui peut intéresser les gens dedans, il y a une plus-value pour les gens, même si c'est un partenariat. Ok, on y va. C'est pour ça que des vidéos sponsorisées sur ma chaîne, il y en a eu deux. Tu vois, Ouais. il y en a eu deux sur les 110 vidéos, je crois que j'ai faites.
Et c'est comme ça que je vois les choses. Après, si le produit me convient pas, bah, il y a pas de raison d'en faire une vidéo. Je vais pas faire une vidéo pour clasher un produit, ça m'intéresse pas. À la limite, je me fendrais peut-être d'un tweet ou d'un truc sur Insta pour dire ouais, non, c'est pas foufou, n'allez pas voir ça. Et puis maintenant, il y a une autre dimension qui est arrivée, dans le sens où maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas réalisé jusqu'à encore il y a quelques temps, mais maintenant, si je fais une vidéo pour un produit, bah, je demande une rémunération parce que bah, effectivement, ça me prend du temps. Mmh. Au final, ça reste une prod, quoi. Au final, je le rapproche maintenant des prods que je fais pour mes clients en me disant, ben voilà, non seulement c'est une prod que je fais, il va y avoir du pack shot, il va y avoir aussi ma tronche dedans et j'engage aussi moi ma crédibilité dans la vidéo. Donc il n'y a pas de raison que ça soit pas rémunéré. Et puis surtout, il y a un truc où je me dis de plus en plus que les marques, elles ont vu les vaches à lait là en se disant attends, Mmh. on va payer des pubs sur Facebook une blinde pour avoir un taux de conversion ridicule alors qu'en fait il y a un petit gars dans sa chambre, il va filmer, il va nous faire vendre plein de produits et en plus il prend pas cher. Et en fait il y a des marques qui n'ont pas encore intégré, il y en a qui l'ont très bien intégré d'ailleurs, celles avec qui je travaille ont très bien intégré que laissez-moi libre de dire ce que je veux et puis faites les choses bien et soyez pas radin avec moi. Et c'est sûr qu'on va arriver à sortir un contenu de qualité parce que ça va être du contenu sincère. Ouais. Ça va pas être une pub plaquée, tu vois, en mode matraquage. Et t'en as d'autres qui, tu vois, l'autre jour, il y a une marque que je ne citerai pas qui m'a demandé carrément de tourner un spot de 45 secondes qui sera diffusé, qui aurait été diffusé sur leur réseau, sur leur plateforme, avec ma tronche dessus, vantant les mérites du produit que j'utilise en plus, hein, que j'aime beaucoup, et qui me demande combien je prendrais. Et donc j'ai annoncé un prix et le mec me dit ah ouais non mais pour ça on fait 10 fois moins d'habitude. Et je dis mais les gars, enfin c'est pas une vidéo sponsorisée, c'est une pub quoi, c'est une prod, Ouais. c'est une prod. Ouais. Donc Pour laquelle en plus tu attaches ton image de marque en plus. c'est C'est-à-dire que ça, c'est comme si tu montrais que tu soutenais la marque, ce qui est très différent d'une vidéo sponsorisée où c'est l'inverse, c'est la marque qui te soutient. exactement. Là, c'est comme si toi tu disais, t'endorses le produit, enfin, je sais pas si ça se dit en français, mais tu endosses le produit comme si tu étais un homme sandwich, quoi. Et alors là, ça vaut très 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 cher à la limite. Si tu veux bien le faire, ça vaut très cher. C'est Ça vaut pas ça, 50 balles, quoi. c'est ça, c'est ce que je leur ai dit et au final, bah ça s'est pas fait. Et j'ai dit bah pas de souci, hein, aucun problème. Mais moi j'ai vraiment aucun regret à refuser des gros contrats et des grosses sommes. Parce que ma tranquillité d'esprit vaut beaucoup plus cher que ça. Ouais. J'ai fait une vidéo là il y a quelques semaines qui s'appelait j'ai refusé 35 000 euros pour ça, tu vois. Alors c'est avec un titre Ouais. bien putaclic et tout, mais totalement vrai. Et c'était une anecdote que je voulais raconter parce que je trouve que c'est quelque chose d'important et parce que là, si tu veux, la morale de l'histoire, c'est on m'offrait un contrat à 35 000 balles, mais à quel coût Ouais. humain, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que tu vois des sommes comme ça, tu te dis oh putain, je peux pas dire non à un truc comme ça, c'est pas possible. Et en fait, si, Ouais. Et ne pas le regretter ensuite, aucun en regret. sachant Mais ce vers quoi ça t'emmenait, quoi. c'est ça, vraiment aucun. On s'aligne vraiment beaucoup. Enfin, c'est pour ça aussi qu'on s'entend bien. Mais je sais qu'on est très très alignés sur tout ce qui est partenariat et tout ça. Et je rajouterais en plus de la tranquillité d'esprit la valeur de ta communauté. C'est-à-dire que déjà, toi, c'est quelque chose que tu as travaillé. Ça fait des années que tu travailles pour avoir créé cette communauté de personnes qui te font confiance et qui font confiance en ton jugement. Donc déjà, c'est une évidence qu'évidemment, tu vas pas trahir ces gens-là en leur vantant les mérites d'un produit dans lequel tu ne crois pas. C'est une première chose. Mhm. Et deuxième chose, ça a de la valeur, cette confiance que tu as créée avec les gens. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Nous, en tant que créatifs, souvent, on n'est pas forcément très à l'aise pour négocier des prix avec des sponsors. Il ne faut vraiment pas avoir peur. Et il faut plutôt que de parler de coûts de production, comme tu en parles, moi, je parle plutôt de coûts d'accès à ma communauté pour la marque, si tu veux, et de dire, bah écoutez, cette confiance que j'ai construite avec eux depuis le début, et si moi, effectivement, je parle de votre produit, c'est parce que j'y crois et que je l'utilise et qu'il est bien, bah, ça a un coût de venir toucher 50 000 personnes derrière, parce que vous, ça va vous rapporter beaucoup derrière, donc bah, voilà les conditions, et si vous en voulez pas, bah, c'est pas grave. Mm. Mais faut pas avoir peur de l'assumer, ce côté-là,
Et puis même, tu vois, même pour aller un peu plus loin, moi je me suis fait très récemment une grille de prix à proposer aux marques, parce que c'est très compliqué en fait. Les marques, elles ont des budgets totalement différents d'une proposition à une autre. Des fois, Mm. il y en a un qui te propose trois nefs et tu dis non, il y a pas moyen. Et puis celui d'après, tu lui dis bon, j'ai peut-être demandé trop la fois d'avant, et en fait, il te dit ça m'est arrivé aussi. Ah, c'est tout. Ah oui, pas de souci. Et t'es là, tu vois, donc j'ai fait le choix en fait d'avoir des prix qui, je pense, sont plus élevés que ce qui devrait être par rapport à la taille de ma chaîne et de ma commu, parce que je me dis que bah, déjà ça va, comme on disait tout à l'heure, de filtrer, bah, ça va filtrer pas mal. Les marques qui vraiment s'intéressent à mon contenu et à ce qu'on peut faire ensemble, et celles qui veulent juste envoyer des mails pour ratisser large et essayer de trouver un mec qui va te faire une pub pour pas trop cher. Et puis je me dis que s'il y en a moins mais qu'elles sont bien payées, au final c'est mieux d'en faire peut-être 3-4 dans l'année bien payées, plutôt que d'en faire tous les 15 jours payer une misère, quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est la loi de l'offre et de la demande, et l'avantage quand on est comme toi et qu'on a plusieurs sources de revenus, c'est qu'on a un bon pouvoir de négociation là-dessus justement, et on peut très bien dire, bah écoutez, moi je considère qu'il y a peut-être 2 ou 3 spots par an pour une vidéo sponsorisée, Mm. et si je commence à avoir beaucoup beaucoup de demandes, bah je vais monter les prix en conséquence, juste pour que ça ne remplisse que ces 2 ou 3 spots. C'est Et ça ça. te permet toi de proposer à ton audience un contenu qui reste honnête, transparent, et pas avoir des vidéos sponsor tous les mois. Mm. Et quelque part, ça te permet de négocier un peu plus facilement parce que c'est le marché qui détermine en gros, quoi. Ben, c'est le même concept que j'ai pour ma boîte, hein. C'est-à-dire que Mm. moi, je suis pas intéressé spécialement par le fait déjà, je passe énormément de temps au boulot, beaucoup, 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 et j'ai pas envie d'en passer plus, quoi. J'ai envie d'être quand même relativement serein et de profiter de la famille, des amis, d'un peu de temps libre quand j'en ai, et tout ça. Et donc par conséquent, bah, au début, comme tout le monde, j'avais des prix qui étaient pas très très élevés. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, bah, je préfère perdre des clients ou enfin de Mm. perdre des opportunités d'avoir des clients, mais qui m'auraient peut-être saoulé, parce que souvent dans ce métier-là, moins ils payent cher, plus ils sont exigeants. En Et plus, ouais. ouais, ouais. Et je préfère en avoir peu, enfin moins du moins, mais à un prix juste, Ouais. plutôt que de courir partout, essayer de vendre un truc bradé. En plus, c'est hyper contre-productif, parce que si tu vends une presta pas chère, d'un côté tu fais un peu cheap, donc il faut justifier, il faut aller courir un peu après tout le monde, alors que si tu te permets de refuser des gens en disant ah bah non, je suis désolé, là je peux rien pour vous, c'est pas mes tarifs, bah il y a un côté un peu ce qui est rare et cher, tu vois. Oui, Et donc bon, après il faut que la qualité suive, hein, bien sûr. mais je préfère voir les choses comme ça, plutôt que de courir dans tous les sens et de m'épuiser et de au final me planter, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que je trouve ça, il y a un parallèle entre bah, toi, tes prestations pour tes clients. Chez les photographes, il y a un petit peu le même débat dans le milieu des photographes, Hmm. sur les prestats photos pour les mariages ou autres. Et puis quelque part sur les partenariats YouTube aussi, je trouve que c'est un bon parallèle de dire, ben, on commence généralement en bas de l'échelle, on va dire, quand on a ses premiers clients, donc on fait des choses pas forcément très chères pour voir un peu ce qu'on vaut, pour voir si tâter le terrain, s'ils sont prêts à payer, etc. Mais ensuite, petit à petit, si on fait du bon boulot, on va avoir plus de demandes, et plus on a de demandes, plus on peut augmenter le tarif. Et petit à petit, bah, limiter un petit peu notre temps de travail et sortir la tête de l'eau, parce qu'au début, en général, on a la tête sous l'eau Ouais. jusqu'à 3 mètres de profondeur, pour pouvoir ensuite avoir une vie à peu près normale et des revenus à peu près normaux, quoi. Donc, non, c'est cool, c'est intéressant. Quel matériel t'avais au démarrage de ta chaîne YouTube? Et alors on va dire peut-être au démarrage de la partie vidéo, je sais pas si on Ouais. reviendra au tout début Non, vaut mieux de ta pas. chaîne. Et, et quoique, comme ça montre qu'on peut démarrer avec pas grand-chose. Et quel est le matériel tu as maintenant? Si, quand même, je veux te dire, au début de ma chaîne, au début, j'avais un tout petit, mais alors je savais absolument pas utiliser, un petit Sony. C'était un
III ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est un petit APS-C. Alors, je sais maintenant que c'est un APS-C. À l'époque, je ne savais pas que c'était un APS-C, tu vois, pour te dire. Ouais. J'ai commencé à découvrir, tu vois, la profondeur de champ, mais sans savoir ce que c'était que la profondeur de champ, mais tout filmé en manuel, même pas un micro, rien. Et je me dis, ouais, quand je vois ces vidéos, je suis là, oh là là, oh là là. Et non, après, quand j'ai commencé, entre guillemets, sérieusement, je me suis acheté un Sony A7 Mark I. Mhm. Que j'ai bien que j'ai bien utilisé, mais qui m'a très 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 vite saoulé parce que pas stabilisé, parce que enfin plein de trucs, pas de profil flat, enfin des choses que j'ai découvert en fait après l'avoir acheté. Donc je m'en suis vite séparé pour passer chez Canon avec un 5D Mark III que j'ai gardé pendant un petit moment, que j'aimais beaucoup. Et puis il y a eu la vague Sony A7 III qui m'a fait revenir à mes premières amours chez Sony. Et aujourd'hui, donc j'ai un gros parc Sony. Par contre, pour YouTube, j'utilise un Z6. Parce Ouais. que là, pour le coup, bah, c'est un partenariat avec Nikon, qui est une marque que j'aime beaucoup et qui me permet, en fait, si tu veux, d'avoir un setup fixe pour YouTube. Très bien. Le Ouais. Z6, il ne sert qu'à ça. Et j'ai tout mon matos après pour mes prestats qui est sur les étagères, dans les sacs, prêt à partir quand j'ai une demande, quoi. Très bien, très bien. Alors c'est marrant parce que du coup, en tant que vidéaste, tu n'as parlé que de caméra quand je t'ai posé la question Ah du oui, matos. oui, oui. Qu'est-ce que tu utilises comme pour le son, pour la lumière Alors en lumière, je suis assez fourni parce que bah, plus le temps passe et plus je me dis, ben justement, c'est pas la caméra qui fait le truc, c'est la lumière. Tu vois, c'est Ouais. le réflexe de te parler de caméra. En plus, c'est parlant, hein, c'est parlant parce que peut-être que je me dis que je l'ai pas encore intégré complètement. Et en lumière, j'ai des setups que j'utilise pour me déplacer et puis des choses plus fixes. En fixe pour YouTube, j'ai une grosse Aputure 120D Mark II. J'ai aussi une Falcon Eyes dont j'ai oublié la référence, mais qui est très sympa. J'ai des pavotubes de chez Nanlite qui sont des lights RGB que je surkiffe. Ça en plus c'est sur batterie, donc il y a moyen de l'emmener. Et Ouais. après, j'ai des petites lights, tu sais, sur batterie, Ouais. que j'utilise assez souvent sur des prestats tu sais, pour du dépannage, tu vois, pour déboucher une ombre ou un truc comme ça. Mais je pars rarement avec la puture ou des choses comme ça parce que c'est quand même Ouais. très très volumineux. Il faut le trépied qui va avec. Enfin, voilà, il y a Donc c'est ça. toutes des lumières à LED Ouais, avec soit une grande surface, soit un diffuseur, quoi, ouais, j'imagine, pour ouais, le ouais. studio. Voilà, Ouais. c'est ça, ouais, ouais, ouais. J'ai le grand dôme, là, le grand parapluie à puture pour aller avec. Et c'est vrai que par contre, la qualité d'image qui en ressort après derrière, c'est incomparable, quoi. Et puis Ouais. pour ce qui est son, j'ai des petits enregistreurs numériques, j'ai un petit zoom, Mm. j'ai des micros Canon Rode, tu sais les classiques, le Vidéo Ouais. Mic Pro Plus. Et là, je te parle avec alors un petit micro que j'ai acheté il y a hyper longtemps et puis que j'ai enfin ressorti parce que ça revient à la mode sur YouTube de voir le micro dans le champ, tu vois, et que Oui. moi ça m'a fait plaisir de voir ça parce que j'aime tellement la qualité de son que ça me faisait de batailler pour qu'on voit pas le micro. Là, je me dis bah zéro complexe, on va voir le micro et c'est un Line 6 Sonic Port VX qui est à la base un micro qui est plus pour les musiciens qui coûte que Ouais. dalle. Il coûte, tu le trouves à 100 balles maintenant, et qui est, moi je trouve d'une très très grande qualité. En plus de ça, il est carte son intégrée, donc tu peux brancher une guitare dessus, un truc. Donc j'aime beaucoup ce micro. Super. Et donc pour rebondir sur ce que tu dis sur le micro, c'est un point de détail, mais qui est important de savoir, c'est que le meilleur micro du monde, s'il est loin de soi, on aura un mauvais son. Il faut que le micro soit le plus proche possible, et de pouvoir effectivement le mettre dans le champ Mm. permet d'avoir un bien meilleur son avec des micros, même parfois qui coûtent pas forcément très cher, quoi. Ah mais complètement, complètement. Pourtant tu vois le studio YouTube que j'ai aménagé cette année, j'ai insonorisé, tu vois, j'ai mis des mousses acoustiques à plein d'endroits et tout, mais j'ai toujours à un moment donné un écho que je suis le seul à entendre, hein, Ouais. mais qui moi me sort par le pif. Et puis t'as toujours, tu vois, sur ces micros canons là, les Rode, t'as toujours un peu de souffle et tout ça, alors que là sur un micro comme ça, bah c'est impec, quoi. T'as aucun souffle, t'as une jolie voix qui passe bien et tout, qui est agréable à écouter.
Et enfin, je parle pas de la mienne en particulier, hein, je parle en général. Mais c'est vrai que ouais, moi, le fait d'avoir vu tous ces créateurs qui finalement se remettaient à mettre le micro dans le champ, un peu en mode radio, en mode podcast justement, je me suis dit l'occasion est trop belle, je vais ressortir mon Line 6 quoi. Quel conseil t'aurais aimé recevoir quand t'as commencé ta chaîne YouTube? Hmm. Ou alors, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut démarrer sa chaîne YouTube aujourd'hui? Prends la question que tu préfères. Faites attention À qui? à YouTube. À YouTube, c'est moi j'en parlais avec un pote l'autre jour qui démarre sur YouTube et qui fait des trucs d'une extrême qualité, mais qui s'est retrouvé un peu mal parce que il était en paradoxe personnel en se disant mais je fais pas ça pour les vues ou pour les abonnés, mais ça me fait que mes vidéos soient pas vues et de pas avoir beaucoup d'abonnés. Je voudrais que ça aille plus D'accord. vite. Et en fait, je trouve que YouTube, moi, je pense que ça peut être très dangereux. Ça me fait peur pour les jeunes d'ailleurs, parce que moi, tu vois, j'ai 36 ans, donc je suis pas vieux, mais j'ai un petit peu de vécu derrière. Donc j'arrive à un moment donné à me dire, hey François, là ton esprit va trop loin, tu te prends trop la tête, tu regardes trop les chiffres, c'est le moment de lâcher l'affaire un petit peu. Tu vois, j'arrive à me le dire et du coup Ouais. à avoir un équilibre, même s'il est toujours un petit peu changeant, parce qu'il y a des moments, tu vois, t'as envie que ça marche et tout, tu t'es donné du mal, et puis tu voudrais que la vidéo elle cartonne pas, et ça te fait écouter de mauvaise humeur, enfin tu vois des trucs comme ça. Mais j'arrive quand même à voir ces moments-là quand YouTube empiète trop sur mon humeur justement. Mais c'est, je pense, quelque chose de très difficile à gérer pour des très jeunes ou des moins jeunes aussi, et qui peut être qui peut être nocif. Hein. Le YouTube game, on l'entend tout le temps. À un moment donné, il y avait eu une vague aux États-Unis de burn-out de YouTubeurs et tout le monde se foutait un peu de leur gueule parce que, mais moi le premier, parce que tu as envie de dire, mais écoute, t'es bien mignon, mais c'est toi qui as envie de mettre ta gueule sur YouTube. Si ça te fait chier, arrête quoi. Sauf que tu vois, il y a des enjeux après derrière qui viennent compliquer un petit peu les choses et que donc moi j'aurais envie de dire se lancer sur YouTube, c'est pas anodin comme démarche et il faut savoir où on veut aller et c'est très très difficile de savoir où on veut aller. Je pense même moi aujourd'hui je peux pas te dire où j'ai vraiment envie d'aller parce que ça peut varier d'un jour à l'autre en fait. Non, mais c'est un vrai sujet que tu abordes là, et c'est vrai que c'est un sujet que je pourrais complètement aborder sur la chaîne du coin des youtubeurs d'ailleurs. Ouais. Je sais il y a même, en tout cas aux États-Unis, des psychologues spécialisés sur les youtubeurs, ou même d'une manière générale les personnes dont la vie dépend en partie des réseaux sociaux. Mm. Parce que c'est quelque chose qui est très mal compris, très peu étudié, mais il y a une espèce de dépendance à l'audience. C'est aussi quelque chose où on n'est pas capé, c'est-à-dire on se dit pas, bon bah de toute façon il est 18h, je quitte mon boulot et ma vie, et voilà. On peut toujours faire plus, on peut toujours faire plus de vidéos YouTube, on va toujours avoir quelqu'un dans le même secteur que nous, qui fait un peu le même genre de sujet, bah, qui en ce moment n'a pas de famille, pas de vie personnelle, et qui du coup va enquiller plein de vidéos super qualitatives, et on va se Mm. comparer, on va se dire mais moi je fais pas autant. Il y a effectivement beaucoup de raisons de devenir anxieux, sans parler des commentaires, des haters et des choses comme ça. Mm. Et c'est vrai que c'est difficile à gérer, et c'est quelque chose c'est un long chemin quoi, c'est un long chemin. Et tu le dis très bien, en général quand on démarre sur YouTube, on sait pas où on va aller. On va évoluer petit à petit, donc c'est aussi difficile d'un autre côté de se dire je démarre mais en sachant que mon objectif c'est ça, que mon cadre ce sera ça. C'est pas si simple que ça, parce qu'en général on évolue très vite. Ouais. Et puis le truc, c'est il y a plusieurs choses liées à ça. La première, c'est que on a parfois une idée et en fait les gens restent pour autre chose, tu vois. Moi, tu vois, je sais toujours pas exactement ce qui fait que les gens s'abonnent à ma chaîne et sont actifs dans la communauté et tout, mais je commence à avoir une petite idée et c'est un truc que j'aurais jamais soupçonné. Au final, je pense que c'est mon background de prof qui fait, alors pas le fait que j'ai été prof qui amène une crédibilité ou quoi que ce soit, mais l'aspect pédagogique qui moi c'est dans mon ADN d'expliquer les choses quoi. Je veux dire, j'ai passé 10 ans de ma vie à faire ça et à étudier les choses en profondeur. J'ai fait les études pour, enfin c'est un truc que j'adore
j'adore faire, quoi. Et donc je pense qu'il y a ça. Et je pensais pas, tu vois, moi au début je m'étais dit ouais, pour que ça marche, il faut que je fasse des belles vidéos comme Peter McKinnon et que machin et que, alors qu'en fait pas du tout, parce que je ne suis pas Peter McKinnon, je suis François Lamoureux et que je suis comme je suis. Mais il y a des gens qui vont apprécier certains aspects de ma personnalité, et en fait faut pas essayer d'être quelqu'un d'autre ou de faire comme un autre. C'est trouver ce qui chez soi euh, fait plaisir ou amène quelque chose aux gens, amène une plus-value aux gens, comment dire, et jouer sur ça et faire en sorte que de donner ça aux gens dans la mesure où ça reste éthique et tout ça. Et puis l'autre truc que je voulais dire, c'est par rapport à YouTube, ce qu'il faut pas oublier, c'est que l'interface de YouTube en elle-même te pousse à faire toujours plus. En gros, si tu regardes tes stats et tout ça, tu te rends quand même compte que ça te pousse toujours à faire plus. Quand tu vois que tes stats sont en baisse, ça te fait chier. Et YouTube se gêne Oui, pas pour te le dire. Attention, c'est en baisse. Et puis surtout, si ça baisse, il y a des chances que ça continue de baisser parce que tu sais, c'est un cercle vicieux ou un cercle vertueux. Si ça monte, continue, fais-en plus pour que ça monte encore plus. Et si ça c'est ça. descend, c'est pas bien. Dans les Et, 2 cas, la solution, c'est d'en faire plus, quoi. c'est ça. Et en fait, les gens oublient que YouTube, ça reste une entreprise qui fait de la thune, et qui fait de la thune sur quoi? Sur le contenu qu'on met dessus. Donc on est quelque part les employés de YouTube, et on est les vaches à lait, entre guillemets, aussi de YouTube. Donc YouTube, son intérêt, c'est que nous, on produise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le truc, c'est que YouTube n'est pas une personne, n'est pas un patron que tu as en face de toi où tu peux lui dire, hé mec, ça va, là je suis fatigué, j'en ai fait plein, tu me saoules. Non, non, YouTube, c'est une entité, tu vois, c'est limite, c'est presque une divinité, tu vois, c'est un truc que tu ne peux pas voir, qui est pas palpable, dans laquelle tu sais qu'elle existe, mais tu n'as personne en face de toi. D'ailleurs, tu ne peux pas contacter YouTube, en fait, tu vas contacter un intermédiaire de YouTube, un apôtre de YouTube. Je fais des parallèles religieux, c'est horrible, mais c'est ça. Et en ce sens-là, YouTube, c'est un peu toxique parce que voilà, ils veulent t'exploiter autant qu'ils le pourront. Et moi, je joue ce jeu-là dans une certaine mesure, sachant tout ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'en sont pas conscients. Et je pense qu'on a tous à gagner à être conscients de ce genre de choses. Je suis pas en train de dire, tu vois, méchant Google et tout, c'est pas bien, les grandes compagnies, tout ça. Je suis pas du tout. Je suis dans ce système-là, mais il faut avoir conscience de ces choses-là pour pas se laisser déborder, je pense, par tout ça. Ouais, c'est une, dit autrement, peut-être tu seras pas d'accord, mais, je pense que c'est une sorte de généralisation dans la société. Quand tu vois les Uber, les Airbnb et compagnie, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire on te pousse à faire toujours plus, parce que c'est une plateforme et c'est pas un patron que tu as, donc tu peux pas lui parler les yeux dans les yeux et lui expliquer que toi, humain, ça commence à ne plus être, justement humainement gérable. Et quelque part, on peut voir YouTube comme l'ubérisation de la création vidéo. Là où avant, tu créais des vidéos pour la télévision, le cinéma, bah aujourd'hui, tout le monde peut en créer. Plus on en crée, plus elles sont de qualité, plus il y a de monde qui va tomber dessus. Donc c'est une sorte d'ubérisation de la création de vidéos qui a Totalement. plein d'avantages parce que ça permet aussi à des gens de percer là où jusqu'à présent il aurait fallu avoir un background de dingue, des bons contacts, etc. Donc évidemment, il y a plein d'avantages, mais il y a aussi des inconvénients qui viennent avec et c'est super important de les connaître, de les accepter ou de les refuser et à ce moment-là de quitter la plateforme, mais d'en avoir conscience. Ouais. Après, il y a des gens qui arrivent à faire des choses de manière totalement indépendante et à avoir un très gros auditoire malgré le fait qu'ils jouent pas le jeu. Mais c'est quand même hyper marginal, quoi. Généralement, quand on regarde le contenu de ces personnes-là, c'est du contenu exceptionnellement bon et qui sort vraiment de... C'est extraordinaire, c'est pas le contenu de monsieur et madame tout le monde, quoi. C'est ça, c'est ça. Super, c'est quoi les plans pour le futur de ta chaîne du coup? Alors j'espère que toi dans tout ce contexte-là, tu es quand même globalement content de ton expérience YouTube et du coup, voilà, qu'est-ce que tu en tête pour ta chaîne dans 3 ans, 5 ans? Alors oui, tu vois, je pense que c'est important de préciser quand même parce que je mets beaucoup en garde et tout. Moi, je suis content d'avoir ma chaîne YouTube et je m'amuse beaucoup et ça me fait plaisir de faire ce que je fais. Je le fais pas, tu vois, comment dire, à reculons, bien au contraire. Euh,
mais juste voilà, ce que je disais avant, c'était quand même d'avoir conscience de ces choses-là, parce que c'est un peu comme le code de la route, hein. Tu vas pas prendre une bagnole si t'as pas ton permis. Là, il y a pas de permis YouTube, mais ça serait bien qu'il quelque part il y ait un peu des, tu vois, des mises en garde, des formations, des machins, des trucs là-dessus. Des formations, je parle pas, tu vois, des formations payantes, mais des formations institutionnelles sur les réseaux sociaux en général, ou des choses comme ça. Pour la suite, bah, je sais pas trop en fait. Là, je sais que j'ai 2 vidéos encore de planifier, et puis après ça va être entre guillemets vacances de YouTube un petit peu, parce que c'est pas la période la plus faste, et que de toute façon j'ai beaucoup de boulot cet été aussi, donc ça va me permettre de me concentrer à fond sur mon boulot et reprendre à la rentrée. Je pense que je vais continuer sur Twitch ces analyses-là, parce que j'ai des bons retours, tu vois. On n'a pas des audiences extraordinaires, mais les gens sont hyper contents, et c'est toujours, enfin, je sens que je leur apporte quelque chose et que je suis utile. Donc ça, c'est quelque chose, tu vois, qui me manquait du fait que j'étais plus dans une classe, et que je retrouve là, ce sentiment d'utilité. Contact direct, en fait, avec les gens. Ouais, 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 contact direct et sentiment d'utilité. T'as la personne au bout du fil, tu vois son travail, enfin voilà, t'es beaucoup plus direct que de toi qui parle à 10 000 personnes, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis non, continuer. Je sais pas encore trop. Tu vois, mon entreprise, elle est jeune aussi. Elle est en train d'évoluer, donc je sais pas trop quelle partie de mon temps ça va prendre à partir de septembre. Là, c'est depuis 2 ans et demi. Là, moi, je navigue à vue, hein, si tu veux. Donc, je vois ce qui se passe, et je réagis en fonction. Donc, je vais continuer ma chaîne YouTube. Peut-être. J'ai la sensation que le format où je fais des vidéos un petit peu débat, un petit peu talk, plaît. Parce que c'est un peu sans filtre, comme tu disais, et c'est des questions qui sont assez peu abordées. Alors où je donne là pour le coup une opinion, hein, qui est forcément subjective. Je suis pas dans le pédagogique, c'est plus dans la réflexion, en donnant mon avis là-dessus. Mais j'ai l'impression que ça marche bien. À ma grande surprise, parce que justement je me suis toujours dit, mais François, qui va regarder une vidéo de toi qui parle pendant 10 minutes face caméra, sans déconner? Même moi, je la regarderais pas si enfin, tu vois, si j'étais un abonné à ma chaîne, je regarderais pas ce genre de vidéo. Mais visiblement, ça a l'air de marcher. Après, voilà, j'aime quand même toujours faire des jolis b-roll et tout. Même je sais que b-roll ça veut rien dire, mais tout le monde comprend. Et faire des belles images, et puis continuer ce côté un peu journal de bord, parce qu'au final c'est ça aussi, tu vois. Moi je suis pas Ouais. vidéaste depuis 20 ans, quoi. Et cette chaîne YouTube, c'est aussi un peu un journal de bord, dans le sens où quand j'apprends un truc, je me dis tiens, je vais le raconter aux abonnés sur YouTube, peut-être que ça va leur servir pour plus tard, et continuer là-dessus, faire des tests aussi quand ça sera du matos pertinent, et des choses comme ça. Mais ouais, voilà, pour l'instant, c'est ça que j'entrevois, mais c'est susceptible de changer d'ici un mois, hein. D'accord, pas de plan long terme, alors. C'est compliqué d'en faire avec YouTube des plans à long terme. Ouais. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose et que j'ai complètement oublié, un truc qu'on n'a pas abordé? Ah, je suis très déçu que tu ne m'aies pas demandé quelle était la longueur de ma barbe. Ah oui, c'est vrai, Voilà, non, non, c'est vrai. non, mais écoute, en plus, je suis vexé, donc je ne répondrai même pas si tu la poses. De Et toute façon, c'est pas un truc d'actualité parce que ce podcast, il va peut-être être écouté dans 1 an ou 2 ans, ça aura changé, ça va pas. non, 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 elle est là, elle reste. Non, 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 écoute, il n'y a pas de questions en particulier. On a parlé de plein de choses, c'était hyper intéressant. Très bien. Bah, du coup, je te laisse le mot de la fin. Surprise. Le mot de la fin, le mot de la fin, le mot de la Un fin. petit message à envoyer aux auditeurs. Tu vois, tu me prends à Ouais, fond j'aime bien. comme ça, là, un petit message. Attends, mais moi j'aime pas comme ça sortir un truc. Il faut que ce soit une super punchline. Allez, soyez curieux de tout, tout le temps, questionnez tout le temps, et remettez-vous en question tout le temps, parce que c'est comme ça qu'on fait des trucs géniaux. Eh ben, c'est pas mal comme mot de la fin, je trouve. Totalement improvisé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, François. Merci à Et toi. puis, je donne rendez-vous, bah, du coup, à tous les auditeurs le mois prochain pour une nouvelle interview avec une créatrice ou un créateur YouTube. Et bah, encore merci à toi, François, et à très bientôt. Salut! Salut, merci.